Bonjour à tous et bienvenue sur Michael Jackson, le podcast. Je suis Michel Piscopo et étant fan de la première heure, j'avais envie de vous faire découvrir au fil de ces prochaines semaines un artiste de génie et un homme d'une grande générosité. Un homme avec ses défauts bien sûr, mais aussi avec ses qualités, qui a donné sa vie aux autres afin de divertir et de procurer de la joie et du bonheur au monde entier. Il s'agit évidemment de Michael Jackson. Sachez que cette série de podcasts, l'un des rares podcasts sur Michael Jackson en français, est extrait de mon livre Michael Jackson, mon étoile, disponible sur Amazon en format livre numérique. Réalisé par John Singleton et tourné en novembre 91, le clip de Remember the Time arrive sur les écrans de télé de la planète le 2 février 1992. Eddie Murphy, le top modèle Iman, épouse de David Bowie, ainsi que le basketteur de Los Angeles Lakers Earvin Magic Johnson font partie du prestigieux casting de la vidéo dont l'histoire se déroule dans un décor d'Égypte antique. Pour coller au mieux avec l'histoire, une petite particularité accompagne le clip. Elle réside dans le fait que chaque comédien, chaque figurant et chaque danseur soit noir. Pendant plus de 9 minutes, Michael tente de séduire la reine Nefertiti jouée par Iman. Le roi Ramsès II, interprété par Eddie Murphy, jaloux, lance ses hommes aux trousses de Michael et Magic Johnson, en authentique chef de l'armée royale, poursuit le chanteur qui disparaît à chaque fois qu'il tente de lui mettre la main dessus. Mais une fois de plus, le physique du chanteur fait débat. Les discussions font rage au sein des rédactions de la presse à scandale. À grand renfort de photos tirées de Remember the Time, la presse critique ouvertement l'aspect du chanteur et sa nouvelle coupe de cheveux n'y est pas anodine. En effet, Michael arbore un carré long et raide et son costume doré et moulant lui attribue un corps svelte mais tonique. La presse s'en donne à cœur joie et Michael profite, une nouvelle fois, de l'effet positif de toute cette presse négative. Le 3 février, au lendemain de la diffusion du clip du second extrait de l'album Dangerous, Michael organise une conférence de presse au Radio City Music Hall de New York, durant laquelle il dévoile son ambition de repartir dans une nouvelle tournée mondiale. Un récent contrat avec Pepsi Cola ayant été signé, Michael avoue que la série de concerts événements permettra d'amasser des fonds pour alimenter sa nouvelle association caritative The Heal the World Foundations. Le Dangerous Tour débutera dès le mois de juin. Le 10 février, Michael décolle de Los Angeles avec un jeune garçon nommé Brett Barnes pour se rendre en Afrique, direction Libreville au Gabon. Son voyage d'une semaine lui permettrait d'y tourner un film sur ses racines qu'il intitulerait Back to Eden, projet qui ne verra malheureusement jamais le jour. Le lendemain, à son arrivée, 100 000 personnes l'accueillent chaleureusement et Michael est reçu par Omar Bongo, le président du Gabon, qui lui remet une médaille d'honneur dans son palace présidentiel. L'arrivée du chanteur est un événement majeur pour la majorité du peuple africain et l'accueil qui lui est fait reste sans précédent. Mais toute cette euphorie est une nouvelle fois gâchée par les vicissitudes des médias. En effet, il déclare sans scrupule que Michael est raciste et que, dérangé par les odeurs du peuple africain, il se pince régulièrement le nez, geste qu'il fait notamment à sa sortie d'avion lors de son arrivée. Instantanément, MJJ Productions condamne fermement ces allégations et justifie les gestes répétés de Michael comme des tics ou tout simplement un moyen de dépressurisation de ses oreilles lors de l'atterrissage de son avion sur le sol africain. Une fois de plus, les rumeurs vont bon train. Le 12 février, Michael est reçu par le chef tribal de Krinjabo, un petit village situé en Côte d'Ivoire où le chanteur y est couronné King of Sani. Le reste de son séjour est un enchaînement d'excursions à travers l'Afrique, ponctué par des arrêts dans des orphelinats, des hôpitaux et des écoles. Les médias ne parleront que très peu de l'impact positif de Michael Jackson lors de son voyage sur la terre de ses ancêtres. Le 29 mars, Michael est dans le désert de Palm Springs où il tourne le vidéo du 3e extrait de l'album Dangerous, In the Closet. Pour ce clip, Michael est dirigé par Herb Ritts, un photographe de mode célèbre pour ses photos en noir et blanc. C'est d'ailleurs avec ce dernier que Michael avait travaillé au début de la promo de son nouvel album. Les clichés avaient été diffusés illégalement dans la presse, ce qui avait rendu le chanteur furieux. Pour illustrer sa chanson, Michael veut un clip sensuel, voire sexy, car c'est bien de sexe, et plus précisément d'adultère, qu'il s'agit dans ce titre qui raconte l'histoire d'une relation secrète entre un homme et une femme. Poussé par le désir de succomber à la tentation, l'homme éprouve une hésitation dans l'engagement de l'acte sexuel. D'où le titre In the Closet, dans le placard,
qui renvoie directement à une relation ambiguë et dissimulée. Pour incarner au mieux le sex appeal féminin, Michael se devait de choisir une femme aux allures félines et sauvages. Et c'est une véritable panthère noire qu'il obtient en choisissant Naomi Campbell pour illustrer avec lui ce duo charnel et idyllique. Pour les besoins du clip, Naomi Campbell réenregistre les parties vocales de Stéphanie Monaco et pose une voix suave et aguichante sur le titre de Michael. Le tournage de la vidéo a lieu dans le désert californien, à quelques kilomètres au sud de Palm Springs. Quelques arbres morts et une vieille ferme en ruine servent de décor à la vidéo tournée en noir et blanc, puis colorisée dans un ton sépia. Au mois d'avril, le single In the Closet est disponible. Le 20 avril, Michael est à Chicago pour tourner sous la direction du réalisateur David Kellogg la vidéo de la chanson Gem. De nombreuses rumeurs circulent sur l'éventualité qu'une autre star d'envergure participerait à la vidéo, mais rien ne filtre du côté Jackson. Le 23 avril, les chaînes Fox, MTV et BET diffusent les premières images du clip In the Closet. Quelques personnes s'offusquent du caractère sexuel du mini-film, mais une fois de plus, c'est Michael qui sort grand gagnant de toute la publicité faite autour de la chanson et de son clip. Alors qu'il tombe en panne sur Wilshire Boulevard, à Los Angeles, Michael, sans garde du corps, pour veiller sur lui, et complètement désemparé par la situation, rencontre une jeune femme qui, intriguée par le véhicule resté sur le bas-côté, s'arrête à la hauteur de la pop star. La jeune femme reconnaît aussitôt Michael Jackson et lui propose de l'accompagner jusqu'à la société de location de voitures dans laquelle travaille son mari. En route, la jeune femme qui répond au nom de Mel Green téléphone au responsable de l'entreprise, David Schwartz, pour lui dire qu'elle viendra accompagnée de Michael. À peine a-t-il raccroché que Dave Schwartz rappelle aussitôt sa femme pour lui demander de venir avec son fils de 13 ans afin de rencontrer son idole. Lorsqu'il arrive, Michael est agréablement pris en charge et un véhicule de location lui est rapidement fourni. Mais le chanteur prend tout de même le temps de saluer l'épouse du patron, June Chandler, ainsi que son fils. Lorsque Michael tend la main au jeune garçon et lui demande comment il s'appelle, il répond Jordan Chandler. Sans le savoir encore, Michael, l'homme récompensé par les plus hautes instances nationales pour son action caritative et pour son grand cœur, est entré de plein pied dans un guet-apens qui va causer chez lui des blessures irréversibles. Michael débute les répétitions du Dangerous Tour et tourne un nouveau clip, celui pour la chanson Who Is It. Le réalisateur n'est autre que David Fincher. Le 18 juin, toujours publié par Doubleday, un nouveau livre écrit par Michael sort dans le commerce. Dancing the Dream est un recueil de poèmes, d'essais et de textes philosophiques rédigés par le chanteur. En France, très peu de librairies distribuent le livre qui comporte malgré tout de magnifiques clichés, pour la plupart inédits et issus des archives personnelles de la star. Le livre remporte un succès en demi-teinte à travers le monde, mais c'est une véritable introspection que l'on effectue en découvrant les lignes venant tout droit de l'esprit profond et éclairé de Michael Jackson. Malheureusement, le grand public, plus attiré par les histoires croustillantes qui paraissent dans les journaux à sensation, boude ostensiblement cet ouvrage majeur dans la carrière du futur roi de la pop. Le 19 juin, c'est MTV, Fox et BET qui diffusent les premières images du nouveau vidéoclip de Michael Jackson. Le clip Gem surfe sur les tendances du moment, à savoir le rap et le basketball, très en vogue à cette époque. Magic Johnson, ayant participé à la vidéo de Remember the Time, c'est Michael Jordan, le leader des Chicago Bulls et la légende de la NBA, qui donne la réplique à Jackson dans ce nouveau clip. Le jeune groupe de rap Criss Cross participe également au casting ainsi que le rappeur EVD qui déverse son flow au milieu de la chanson. Gem comprend aussi le concours de groupe de musiciens hip-hop rap Naughty by Nature ainsi que le jeune homme que Michael a pris sous son aile depuis quelque temps, le jeune danseur Wade Robson. À quelques jours du lancement du Dangerous Tour, Michael débarque à Londres le 23 juin afin d'y donner une conférence de presse pour y parler de la Heal the World Foundation. Il déclare ouvertement vouloir être la voix de ceux que l'on n'entend pas, les enfants. Il veut partir en croisade à travers le monde pour en faire un endroit meilleur et surtout, il reversera intégralement son salaire de la tournée à des œuvres caritatives et à sa fondation Heal the World. Le lendemain, il arrive à Munich. Le 25 juin, une centaine de fans qui campent devant le Raphaël, l'hôtel munichois dans lequel le chanteur est descendu, sont discrètement conviés à se rendre au 166 Landsberger Straße. Le lieu précis est un vieil hangar désaffecté et la rumeur courait parmi les fans que Michael Jackson y tournerait un nouveau clip.
Effectivement, quelques instants après avoir patiemment attendu, les fans sont surpris en voyant arriver une horde de musiciens ainsi que Michael et Slash, le guitariste de Guns N' Roses. Michael est présent pour y tourner le clip de la chanson d'inspiration rock Give In To Me. Vêtu d'un Levi's 501, d'un t-shirt et d'une chemise noire, il porte à nouveau sur l'avant-bras droit l'attelle de fracture qu'il portait déjà dans Black or White. Michael désire que son clip ressemble à un concert rock, comme il l'avait déjà fait pour Dirty Diana, et c'est pour cette raison qu'il a mobilisé un certain nombre de ses fans pour les besoins de la vidéo. En effet, le timing du tournage n'étant que d'une demi-journée, il fallait agir vite et Michael avait besoin d'un public en délire. Le 27 juin 1992, Michael débute devant 72 000 personnes, la plus extraordinaire tournée faite par un artiste solo à travers le monde, le Dangerous Tour. Les équipes artistiques engagées pour participer à cette nouvelle tournée sont sensiblement les mêmes que pour le Bad Tour. Michael engage Kenny Ortega, célèbre producteur et réalisateur américain qui avait été en 1987 le chorégraphe du film Dirty Dancing avec Patrick Swayze. Kenny Ortega devient en collaboration avec Michael Jackson le concepteur et le metteur en scène du Dangerous Tour. Pour la tournée Dangerous, Michael se refuse de par les mauvais chiffres de vente des singles de son album à visiter les États-Unis mais part plutôt à la conquête de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique du Sud. Sur ces continents, Michael est au top des classements contrairement aux États-Unis où les auditeurs sont plus attirés par les gangsta rap et leurs chefs de file comme Coolio ou Snoop Doggy Dogg. Début juillet, 2 nouvelles publicités pour Pepsi Cola sont diffusées aux États-Unis. La première est intitulée Dreams et présente le chanteur à l'intérieur même de la pochette de l'album Dangerous. Sur le titre Who Is It, le chanteur poursuit une mystérieuse jeune femme à travers tous les détails qui composent la pochette. La seconde publicité s'inspire du titre I'll Be There des Jackson 5 et est une émouvante parabole entre le Michael Jackson adulte et enfant. Seul au piano, Michael Jackson adulte tente d'interpréter I'll Be There, mais est constamment troublé par son double enfant. Après quelques tentatives, le titre est finalement chanté de concert entre le jeune chanteur des Jackson 5 et le nouveau roi de la pop. Entrecoupé de nombreuses images d'archives de l'époque des Jackson 5, le duo est irréel, mais irrésistible et fait l'unanimité chez les téléspectateurs américains qui ont également droit à la sortie du single Gem, tandis qu'en Europe, c'est Who Is It qui est commercialisé. Le 9 juillet, la chaîne britannique BBC 2 diffuse le nouveau clip qui accompagne la sortie de Who Is It. Le lendemain, insatisfait du résultat, Michael demande à ce que la vidéo soit retirée. Il est vrai que celle-ci tranche singulièrement avec ce que le chanteur a l'habitude de faire en termes de clip vidéo. Celui-ci est plus sombre et révèle un Michael Jackson triste, déçu et brisé par une femme aux multiples visages. David Fincher, le réalisateur, porte à l'écran l'un des sujets fétiches du chanteur, les femmes dangereuses. Aux États-Unis, la chaîne MTV et d'autres chaînes musicales comme VH1 n'ont jamais diffusé la vidéo originale mais un montage d'images d'archives pour la chanson Who Is It. Au Wembley Stadium de Londres, devant 72 000 personnes, Michael est à nouveau la cible des journaux à sensation. Pour le coup, c'est le Daily Mirror qui lance l'assaut contre le chanteur. C'est le photographe Ken Lennox qui lance les hostilités en vendant au journal un cliché du chanteur. Pris en gros plan, l'image montre un visage déformé et l'article met l'accent sur les importantes opérations de chirurgie esthétique qu'aurait subi la star. Michael contre-attaque et poursuit en justice le photographe qui avouera bien plus tard que les photos ont été retouchées afin de donner à Michael un visage totalement défiguré et plein de cicatrices. Des experts en chirurgie plastique furent désignés afin d'observer de près le visage de la star et Michael gagna, quelques années plus tard, son procès qu'il opposa à Ken Lennox et au Daily Mirror. Début septembre, le single Gem sort en Europe et le clip est diffusé sur toutes les chaînes. Le 1er octobre, pour marquer la dernière date de la tournée Dangerous en Europe, le concert que Michael donne en Roumanie est filmé par la chaîne américaine HBO et retransmis dans 61 pays à travers le monde. Le spectacle est diffusé le 10 octobre aux États-Unis sur la chaîne câblée, permettant ainsi à HBO de réaliser la plus forte audience de son histoire. En France, c'est Canal+ qui diffuse l'événement en clair et en direct. Le lendemain, le chanteur arrive à Istanbul, en Turquie, mais la fatigue et les problèmes de santé ont raison de lui. 5 heures avant de monter sur la scène du Dangerous Tour, il déclare qu'il ne peut pas assurer le spectacle dans l'état de fatigue dans lequel il se trouve et qu'il reporte le spectacle à une date ultérieure, préférant soigner des nodules qui sont apparus sur ses cordes vocales. Dans la foulée, Michael fait le voyage jusqu'à Londres afin de consulter un spécialiste dans les troubles de la gorge. Ce dernier lui conseillera de rentrer chez lui et de se reposer. Et c'est ce que Michael fait
Dès le 6 octobre, il rentre à Los Angeles. Début novembre, le 6e single de l'album Dangerous est disponible. Il s'agit de Heal the World, la ballade caritative diffusée en boucle depuis le début de la promotion dans toutes les émissions consacrées au roi de la pop. Un vidéoclip réalisé par Joe Pytka et montre essentiellement des enfants qui arrivent à faire régner la paix sur Terre. Aucune image de la pop star n'y figure. Du 8 au 15 novembre, une nouvelle série sur la famille Jackson est diffusée sur ABC. La série raconte la fabuleuse histoire et l'ascension des Jackson. Intitulée The Jackson An American Dream, la saga dure plus de 4 heures et démarre de la rencontre entre Catherine et Joseph jusqu'au phénoménal succès de Thriller de Michael. 2 acteurs se partagent le rôle de Michael Jackson, Jason Weaver, qui incarne un Michael Jackson enfant, et Willie Draper, qui joue un Michael adulte. Quelques vedettes sont également incluses dans le casting, telles Angela Bassett, qui joue le rôle de Catherine Jackson, Holly Robinson, qui joua quelques années plus tôt dans la série 21 Jump Street, incarne Diana Ross, Billy Dee Williams, qui joue le patron de la Motown Berry Gordy, et Suzanne DePass est représentée sous les traits de Vanessa Williams. Quant à Jermaine, c'est son propre fils, Jermaine Jackson II, qui joue le rôle de son père, enfant. La série obtient un énorme succès et en France, c'est Antenne 2 qui diffuse le programme dans son émission de jeunesse Giga. Le 12 et le 14 décembre, Michael explose sur la scène du Tokyo Dome. La salle est comble chaque soir et contient 45 000 Japonais pour chaque concert. Le 15 décembre, le chanteur s'entretient avec les dirigeants de l'entreprise nippone de jeux vidéo et de consoles Sega. Un nouveau projet serait en train de prendre forme et les deux parties en discutent encore les conditions. Le 17 décembre, une nouvelle fois, le Tokyo Dome affiche complet pour le 3e concert du roi de la pop dans la ville. Fin décembre, Michael est sur scène passant le réveillon de Noël en compagnie de ses fans. Il est régulièrement accompagné de ses 3 neveux, les fils de son frère Tito. Les 3 garçons se font appeler les 3 T. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Michael Jackson, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'histoire de Michael Jackson et revenir sur la légende. À bientôt.